après-midi, merci d'être là, merci d'avoir choisi ce talk. Dans ce talk, on va parler d'applications offline, d'applications web et d'applications mobiles qui peuvent continuer à fonctionner quand elles ne sont pas en ligne. J'aurais pu aussi appeler ce talk « Oups, je suis dans un tunnel, désolé, je dois continuer ». Qui d'entre vous a déjà développé des applications web ou mobiles qui fonctionnent sans réseau? Qui fonctionne sans réseau, plus personne. En fait, ça implique quelques techniques de développement, ça implique quelques outils également, et c'est cela que j'aimerais bien passer en revue avec vous aujourd'hui. Mais une application offline, c'est quoi? C'est une application dont l'essentiel des fonctionnalités continue de fonctionner, même s'il n'y a pas de réseau. En assumant évidemment que c'est une application faite pour fonctionner avec le réseau, pas une application totalement offline, comme certains jeux, par exemple. Si je joue au Sudoku, je n'ai pas nécessairement besoin du réseau. Mais pensez à un réseau social, à une banque, à des applications de chat, etc., pouvoir continuer à fonctionner même en absence de réseau, en tout cas pour les fonctionnalités cœur de votre application. Ça veut dire qu'il faut être capable d'écrire dans une base de données locale. L'application, votre code doit être capable d'écrire, avoir un data store en local, être capable de lire, et puis quand le réseau revient, parce que ça arrive quand même de temps en temps, on récupère de la connexion, se synchroniser s'il y a eu des changements. Se synchroniser, ça veut dire aussi détecter et résoudre éventuellement les conflits. Et donc finalement fournir à peu près la même interface utilisateur, que je sois en ligne ou que je sois hors ligne. Et puis tant qu'on y est, avoir des notifications des autres changements. Si quelqu'un d'autre fait un changement, j'aimerais bien avoir un jeu de données frais à ma disposition et donc voir les changements faits par les autres. Si quelqu'un poste un message sur un forum, j'aimerais bien être notifié quand je reviens en ligne que quelque chose a changé, et donc voir ainsi les nouvelles données. Donc, ça veut dire être capable, oui, de voir ce que font les autres, mais aussi d'avoir une application qui réagit à l'utilisateur, même en l'absence de réseau. Une très mauvaise expérience réseau, c'est quand je clique sur quelque chose, et puis il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, donc ça commence à tourner, parce que l'application essaye de contacter le réseau, et puis finalement ça time out, et puis finalement j'ai un message d'erreur. Pas top comme expérience utilisateur. Donc la partie real-time est très attaché à la partie offline aussi. Donc dans ce talk, on va parler de real-time, d'offline et de données, évidemment, et de données qu'il va falloir synchroniser. Je m'appelle Sébastien Stormack, je travaille pour AWS. Vous pouvez me trouver sur Twitter pour le moment encore, sur Sepsto, sur GitHub, sur Sepsto, sur Mastodon, sur Sepsto, enfin Sepsto à peu près partout. Et je vais vous montrer une application que j'ai développée avec deux outils AWS, mais on ne va pas trop parler des outils AWS, c'est plutôt les techniques de code dont on va parler ici. Un qui s'appelle Amplify, c'est une librairie que j'ai utilisée dans mon code qui permet d'écrire des applications qui utilisent le cloud. Et l'autre, c'est un serveur d'API, un serveur GraphQL, qui est l'API que je vais utiliser pour une application. Alors pour construire ce talk, j'ai construit une application de démo, une application iOS, qui fonctionne aussi sur macOS. Et j'ai envie de commencer par vous montrer la démo, plutôt que de le faire tout à la fin, vous faire un long speech théorique avec du code, etc., et puis montrer une démo pour dire « Hey, by the way, ça marche », je vais faire l'inverse, je vais dire « Voilà l'application que j'ai construite, et puis voilà les leçons apprises, et voilà ce à quoi vous devez faire attention si vous utilisez ce genre d'application ». J'avais prévu qu'il n'y aurait pas de réseau, donc j'avais enregistré une démo, mais on va essayer de la faire. Vous m'entendez avec ces micros-là? Est-ce que vous pouvez switcher sur ces micros-là? Allô, 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 il y a quelqu'un? Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous pouvez utiliser ces micros-là aussi? Je vais essayer de faire la démo en direct. J'ai besoin de mes lunettes à cause de mon grand âge. Donc j'ai une application que j'ai écrite dans le langage de programmation Swift, qui est faite pour iOS, qui fonctionne aussi sur Mac, ça, c'est la beauté du truc. C'est le même code, c'est exactement la même application. Et j'ai cette application qui tourne ici sur mon portable, si j'arrive à la déverrouiller. Est-ce que je peux parler sans micro? Non. 1, 2, 1, 2. Non, je ne peux pas parler sans micro. Tant pis, on va essayer de faire à une main. Donc ce que vous voyez là à gauche, c'est mon portable ici. Okay, je peux arrêter l'application, c'est vraiment mon portable que vous voyez là. Hop. Et à droite, la même application, mais qui tourne sur macOS. Lui, il est en 4G, il n'est pas en Wi-Fi. Ah si, tiens, maintenant il s'est mis en Wi-Fi tout seul. Mais donc lui, il est en Wi-Fi, lui, il est en Wi-Fi également. Et c'est une mini-application de podcast, avec, vous avez des catégories de podcasts. On peut voir les différents épisodes. J'ai pris tous les podcasts AWS, évidemment, tant qu'à faire. Celui en français, celui en espagnol et celui en anglais. Ces données viennent d'une base de données DynamoDB qui est dans le cloud, avec une API GraphQL
Donc l'application va chercher via GraphQL la liste des données au démarrage. Je peux nettoyer, je peux vider mon cache local et le recharger juste pour partir d'un jeu de données frais. Et ces applications gardent également une souscription, donc elles s'abonnent à l'API GraphQL pour dire si jamais quelque chose change sur le serveur, préviens-moi. Donc, et on peut avoir des dizaines de milliers d'applications qui sont connectées en même temps. Donc ça veut dire que si j'ajoute un épisode ici, regardez, j'en ai bien 3 des deux côtés, je clique sur le petit bouton plus ici, ça va rajouter un épisode, et quand tout va bien, j'ai sur l'application iOS l'épisode qui s'ajoute automatiquement, parce que les deux applications reçoivent... enfin, toutes les applications qui sont connectées reçoivent la notification. Même chose sur iOS, si j'efface quelque chose, boum, en principe, ça s'efface directement de l'application macOS. Donc ça, c'est l'aspect real-time, c'est l'aspect synchronisation des données entre les deux. Alors ce que je peux faire aussi, c'est couper le Wi-Fi ici. Hop, l'application Mac passe offline. Pendant ce temps-là, moi, je suis toujours online ici, je peux créer quelque chose. J'ai de nouveau 4 épisodes. Je retourne le Wi-Fi ici. Il va se reconnecter, il va redemander est-ce qu'il y a eu des changements pendant que je n'étais pas là, recevoir les changements et les afficher automatiquement. C'est 0 ligne de code pour écrire ce switch offline, online d'Amplify. C'est la librairie Amplify qui fait ça automatiquement pour moi. Puis ça marche dans l'autre sens aussi. Je peux passer dans un tunnel, je coupe le Wi-Fi. Mais pendant ce temps-là, moi, je continue d'utiliser l'application. Je ne me rends même pas compte que je n'ai pas eu de connexion réseau. Donc, je crée un 5e épisode podcast ici. Je reviens, le Wi-Fi se connecte, l'application détecte qu'on est connecté, et automatiquement, le podcast est resynchronisé de l'autre côté. Donc tout ça avec un minimum de lignes de code. C'est la librairie Amplify qui gère l'essentiel pour moi. Je vous ai fait la démo ici sur iOS et Swift parce que j'aime bien ça, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Ça marche aussi avec JavaScript, TypeScript, sur Vue, sur Angular, sur React, React Native, Flutter évidemment, et Android sur Kotlin et Java. OK ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça ? En général, on part d'un modèle de données. Dans Amplify, il y a également une interface graphique qui est Amplify Studio. Alors moi, j'ai tapé le modèle de données un peu à la Hussard avec VI quand j'ai fait l'application, mais on peut aussi modéliser son modèle de données comme ceci. Je dis, voilà, j'ai un nouveau podcast. Un podcast, il a une ID, il a un titre. Donc, je modélise mes tables, comme on dirait dans une base de données relationnelle. Je peux dire, tiens, j'ai des épisodes qui ont une durée. Hops, tant pis pour les fautes d'orthographe. Je peux modéliser des relations, dire voilà, un podcast, il a plusieurs épisodes, relation one-to-many. Ça va générer un modèle de données au niveau de l'API GraphQL et au niveau de la base de données automatiquement. Et je peux tester ça directement dans mon application. On voit que ce soit pour React, Vue, Angular, Flutter, je peux grandir un peu ici, React Native, iOS, Android, etc. Et ça me donne directement les commandes que je peux taper et les instructions pour inclure la librairie iOS. Ça me donne le code pour l'initialiser et ça me donne également le code pour manipuler les données. Donc si je veux manipuler des podcasts et que je veux faire un create de podcast, un update de podcast, un delete de podcast, un query de podcast, je peux directement copier-coller le code dans mon application. Je n'ai pas besoin de compte AWS pour faire ça. Amplify Data Store fonctionne entièrement offline de son côté, en tout cas tant qu'on ne veut pas synchroniser avec les autres utilisateurs et passer par le cloud. Ça, c'est pour la démo, c'est pour dire voilà, c'est ce qu'il y a moyen de faire. Maintenant, voyons comment ça marche et je reviens. Hop, on va passer les 2 vidéos ici et on va repasser sur ceci. Alors, pourquoi il est plutôt évident, hein. On a parlé d'applications modernes, de chat, de banques, de réseaux sociaux, des applications qui communiquent. Tous les autres le font, vos concurrents le font, vous allez devoir le faire tôt ou tard également. La réalité des réseaux, c'est qu'il y a des tunnels, parfois ça ne marche pas, il n'y a pas de couverture. Je suis venu en train ici aujourd'hui, j'ai eu des grands moments de solitude entre 2 gares quand il n'y avait pas de réseau 4G. Et puis vos utilisateurs, ils attendent à avoir la meilleure expérience possible et à pouvoir utiliser votre application dans tous les cas de figure. En tant que développeur, quels sont les challenges que vous avez pour faire ce genre d'application qui peut continuer de fonctionner offline ? Premier, c'est le caching, parce que de façon peut-être un peu naïve, vous pourriez dire, j'ai ma base de données dans le cloud avec mon API, je vais juste mettre un cache en local,
Et puis, je vais laisser mon application interagir avec le cache. C'est un peu plus compliqué que ça, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'un cache, ce n'est pas une base de données. Vous ne pouvez pas faire une query sur votre cache. En général, un cache, c'est clé-valeur. Ou alors, ça devient une base de données que vous mettez en local. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Comment vous faites le real-time? Comment est-ce que vous vous abonnez à des sources de données et recevez à grande échelle des notifications des autres changements des autres utilisateurs? Si les autres modifient quelque chose pendant que vous êtes offline, tôt ou tard, il y aura des conflits. Donc, comment est-ce que vous détectez les conflits? Et puis, tant qu'à faire, une fois qu'on les a détectés, comment est-ce que vous résolvez les conflits? Ce n'est pas tout les détecter, c'est d'appliquer une stratégie qui va dire c'est cette version-là des données que je garde et c'est telle autre que je vire, et tant pis pour l'utilisateur qui a fait ces changements-là. Évidemment, ça doit fonctionner en multiplateforme, donc vous devez faire une application qui fonctionne aussi bien sur le web que sur Android, que sur iOS, et tout ça doit communiquer ensemble, et à très grande échelle évidemment, parce que votre application va avoir beaucoup de succès, donc vous allez avoir des centaines de milliers d'utilisateurs connectés en même temps. Ça, c'est les challenges. La réalité, c'est ce que votre product manager, votre business va vous demander. La solution que j'ai choisie pour cette application-ci, c'est Amplify Data Store, et on va revenir sur ces différents aspects avec Data Store. Le premier aspect, c'est le caching. Alors, le caching, de façon traditionnelle, vous créez des données, vous faites une mutation sur vos données, et puis vous écrivez du code qui, d'un côté, va écrire dans la base de données, et puis de l'autre côté, va écrire dans le cache. À une certaine échelle, ça marche. Ça a peut-être déjà marché pour vous, ça a peut-être déjà marché pour moi également dans le passé sur certains types d'applications. Mais ça devient plus compliqué quand on dit, OK, comment est-ce qu'on hydrate ce cache? Je démarre mon application, j'ai mon cache vide, est-ce que je vais aller chercher toutes les données, un sous-ensemble des données, ou est-ce qu'on va mettre, quel genre de cache on va utiliser dans l'application aussi? Est-ce que je veux faire des queries? J'ai besoin de tous les épisodes qui appartiennent à tel podcast, qui ont été publiés après telle date. Si mon cache est un simple clé-valeur, ça va être très difficile de faire ce genre de query sur mon cache, donc je vais devoir les faire sur la base de données, puis mettre le résultat en cache. Comment est-ce que je me souviens de quelle query j'ai mis le résultat en cache? Enfin, ça peut devenir très vite un cauchemar de gérer le cache aussi, donc moi j'essaye d'éviter pas de cache. En fait, mon modèle mental, c'est plutôt dire, voilà, j'écris du code, moi je suis développeur, je voudrais avoir ma structure de données, que ce soit en Java, en Kotlin, ici ce sont des exemples en Swift, et puis je voudrais simplement créer des objets ou des instances d'une classe ou d'une structure, peu importe, comme je le fais nativement dans mon langage, et puis déléguer ça à une couche de persistance qui est capable de me le stocker, de me le sauver, de faire mes queries, exactement comme on le fait avec une librairie d'objets relationnels, par exemple, on le faisait avant avec des bases de données objets ou des choses comme ça. Et c'est là qu'intervient Data Store. Donc Data Store, c'est une des fonctionnalités, une des nombreuses fonctionnalités d'Amplify. Amplify, c'est une librairie open source qui gère tous ces aspects de caching, de base de données pour vous, et qui est capable de fournir également la synchronisation entre tous les devices qui sont connectés à une API, qui communique automatiquement avec le cloud via une API GraphQL. Je vais revenir sur ce modèle d'architecture un peu plus tard. Ce qui est important pour le moment, c'est vous en haut à gauche, là, vous êtes le développeur, et vous interagissez uniquement avec le Data Store API, qui fournit des fonctions CRUD, create, read, update, delete, sur vos objets. Après, il y a toute une machinerie à la fois pour stocker en local et à la fois pour synchroniser avec le cloud, et on va voir ça beaucoup plus en détail au niveau du code dans les slides qui viennent. Comment ça marche? Moi, en tant que développeur, je commence par créer mon modèle. Ce que j'ai fait là tout à l'heure, graphiquement, vous pouvez le faire également avec votre éditeur de texte préféré. Vous créez votre modèle dans le langage de GraphQL, qui est un standard. Voilà les modèles que j'ai. J'ai un podcast, j'ai un épisode dans ce cas-ci, il a un ID, une date, un titre, une durée, une description. Ensuite, Amplify va, à partir de ce modèle-là, GraphQL, va générer du code pour vous automatiquement. Donc dans vos phases de build, que ce soit avec Gradle, avec Xcode pour Swift, ou avec NPM quand vous êtes sur React, il va générer du code pour vous en JavaScript, en TypeScript, en Kotlin, en Java, en Swift en fonction de votre projet, et donc il va générer du code natif que vous pouvez utiliser dans votre application. Du code sans aucune décoration, c'est une classe tout à fait standard, ça n'hérite pas de choses, de structures complexes, on parle de structures tout à fait de base ici qui représentent vos données. Ensuite, Data Store vous fournit une interface pour créer, pour updater, pour lire et pour effacer des données.
Donc comment ça se passe? Vous créez une instance de votre objet. De nouveau, ici, les exemples sont en Swift, mais j'aurais pu le faire en TypeScript, en Java, etc. Je crée une instance d'une classe, un nouvel épisode qui a une date, un titre, une durée. Et puis j'appelle la méthode save sur le data store qui va persister cet objet dans le store local. Donc l'objet sera persisté dans le store local. Et c'est Amplify Data Store qui va s'occuper en background, sans que moi, développeur, j'ai à m'en occuper, de synchroniser ce store local avec le store qu'il y a dans le cloud pour que les autres puissent voir le changement également. Même chose si vous voulez faire des queries, vous pouvez appeler datastore.query et vous donner le type d'objet que vous souhaitez reprendre. Et dans ce cas-là, il va reprendre l'ensemble de tous les épisodes pour tous les podcasts. C'est peut-être pas très efficace cette requête-là, mais vous pouvez mettre des prédicats sur des queries. C'est une where clause en quelque sorte. Je veux avoir tous les podcasts qui correspondent à cet épisode, tous les épisodes qui correspondent à ce podcast-ci, ou tous les épisodes après telle date, etc. Il y a tout un langage avec des égales, des notes égales, des plus grands que, des plus petits que, pour faire des prédicats sur vos queries. De la même façon, vous pouvez effacer un épisode, tous les épisodes, un épisode spécifique, celui d'un prédicat, celui-ci avec un ID par exemple, je vais effacer un épisode qui a cet ID-là. C'est tout ce que vous avez à faire en tant que développeur, le reste arrive presque automatiquement. Il y a encore un truc dont je n'ai pas parlé, c'est la synchronisation, et je vais en parler dans une minute. Donc revenons au schéma d'architecture. Vous êtes développeur, vous avez votre modèle objet qui a été modélisé en GraphQL, il y a du code natif qui a été généré pour vous, du code tout à fait standard, structure, classe, sans héritage particulier, et vous utilisez les query, update, delete pour interagir avec Datastore. Datastore en dessous va stocker ces données dans un engin, dans un storage engine qu'il fournit. Mais vous utilisez votre langage de programmation et vos structures à vous. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'héritage à faire. Il ne faut pas embarquer des kilobytes de code pour faire ça. Le storage engine, lui, il va stocker ça en local. Alors, dans quoi? Ça dépend. Si vous êtes dans le monde web, ça va être une base de données IndexDB probablement. Si vous êtes sur iOS ou sur Android, ça va être SQLite. Donc on a une couche d'abstraction qu'on appelle le storage adapter. Si éventuellement vous voulez utiliser une autre base de données, c'est possible, mais vous devez changer ce storage adapter. Je ne connais pas des clients qui le font, mais enfin techniquement c'est possible. Et tout ce stack là sur votre gauche, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans même utiliser le cloud AWS. Si vous avez juste besoin d'une couche de stockage pour une application offline qui ne communique pas avec le cloud AWS, vous pouvez utiliser le data store d'Amplify, le storage d'Amplify pour vos applications. Là où Amplify Data Store devient très intéressant, c'est que si vous le connectez à un compte AWS, le storage engine va pusher de manière asynchrone et sans que vous, développeur, ayez à écrire quoi que ce soit, il va pusher les changements sur une API GraphQL connectée à une base de données NoSQL dans le cloud. Donc automatiquement, chaque fois que vous faites un save ou un update dans votre application, ce save et cet update va se retrouver persisté dans une base de données NoSQL au travers d'une API GraphQL. Et l'API GraphQL permet également de faire des souscriptions. Donc Datastore va automatiquement s'abonner à l'API GraphQL pour dire si quelque chose change, préviens-moi. Et donc, il va recevoir des notifications du serveur GraphQL quand il y a quelque chose qui change, et ces notifications peuvent être remontées dans le code. Là, désolé, il n'y a pas de miracle, vous devez quand même écrire 5 lignes de code pour dire « je m'abonne aux événements X, Y, Z », et puis écrire le code qui rafraîchit l'interface graphique. Si jamais il y a un nouvel épisode qui arrive, par exemple, j'ai bien dû écrire un tout petit peu de code qui rafraîchit l'interface graphique. OK ? Donc le stack à gauche, tout à fait offline, le stack à droite, enfin la ligne à droite, synchronisation et observation, subscription sur l'API GraphQL. Amplify génère ça automatiquement pour moi. Je ne dois pas aller configurer le cloud dans la console AWS et être un master AWS. Je fais tout depuis ma ligne de commande Amplify sur mon poste de développement, sur mon laptop. Amplify init, Amplify push, il génère tout cela pour moi à partir du modèle de données que j'ai donné. Alors le real-time, comment ça marche? Creusons un tout petit peu. L'idée du real-time, c'est de s'abonner aux subscriptions SQL. Et donc, Datastore fournit une API qui permet à la fois de faire une query sur le Datastore local et à la fois de s'abonner aux changements qui viendront après. Donc cette query, cette API s'appelle Observe Query. Donc c'est comme une query, on dit quel type d'objet, ici un épisode, et quels sont les prédicats qui m'intéressent.
Et ce que va faire cette API, il va aller lire en local, donc elle me retourne très très vite les données qui sont stockées en local, et en même temps démarre une souscription sur les changements. Et donc typiquement quand j'appelle ça, quand je démarre mon application, je vais avoir 2 jeux de données qui sont envoyés. J'en ai un premier qui arrive très vite, c'est le jeu de données qui était en local de la fois passée, à supposer que j'avais déjà utilisé l'application évidemment. Et puis en même temps, il va s'abonner aux souscriptions et prendre tout ce qui a changé depuis la dernière fois que j'ai démarré mon application. Et il va me renvoyer, dès qu'il aura la réponse, un deuxième jeu de données. Il n'y a qu'à, pour moi, un développeur, de mettre à jour mon interface graphique une fois que je reçois la deuxième souscription. Mais typiquement, vous recevez une première réponse et puis une deuxième qui arrive juste après. Et donc vous pouvez utiliser exactement la même technique pour réhydrater un cache quand l'application vient de démarrer, quand il n'y a rien dans le cache. Même code, c'est exactement le même code, ne cherchez pas la différence. Observe query, sauf que là, la première fois, ça ne retourne rien. Je viens d'installer l'application, il n'y a rien dans le cache. Et 1 ou 2 secondes après, en fonction de la latence que vous avez, de votre modèle de données, etc., pouf, vous avez les données qui arrivent, l'image fraîche des données qui arrivent du cloud. Mais quand on fait ça, évidemment, il peut y avoir des conflits. Parce que je peux avoir modifié des données pendant que j'étais offline, quelqu'un d'autre peut avoir modifié des données pendant que moi j'étais offline, je commence à recevoir des souscriptions avec des modifications de données. Imaginez que la même personne change deux personnes différentes changent le même épisode. Comment est-ce qu'on gère les conflits? Et là, il y a différentes stratégies de résolution de conflits. Il y en a une par défaut et puis il y en a 2 autres que vous pouvez implémenter ou configurer. Donc l'idée, c'est être capable de détecter les conflits. Et puis si on les détecte, être capable, le pli qu'on a pris dans Datastore, c'est d'essayer de résoudre les conflits automatiquement. Donc ce qu'on appelle du auto-merge. Le plus possible, par défaut, on va essayer de fusionner les changements de manière à ce qu'il n'y ait pas un changement qui soit rejeté et un qui soit accepté. Si les changements ne portent pas sur le même champ, par exemple, on va essayer de fusionner les changements de manière à ce que la totalité des changements soit prise en compte. Ça, c'est le comportement par défaut. Après, on se rend bien compte que ce n'est pas nécessairement le comportement que tout le monde souhaite pour ces applications, donc vous pouvez évidemment changer ce comportement par défaut. Et comment est-ce qu'on fait ça? En taguant vos entités, vos objets avec des métadonnées. Donc typiquement, quand vous faites un schéma, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec un podcast ou un épisode, on va aller rajouter quelques champs dans ce schéma qui n'apparaîtront pas pour vous dans l'application, mais qui vont être utilisés par le système d'API, GraphQL, pour détecter les versions et pour détecter les changements. Donc on va rajouter un champ version, par exemple. On va rajouter un champ last update pour savoir quand on a changé quelque chose. On va rajouter un champ deleted avec un flag booléen vrai ou faux si une donnée a été effacée. Voyons ça dans les détails. Stratégie par défaut, auto-merge. Vous avez un item, une personne avec un prénom et un âge. Vous avez l'utilisateur 1 à gauche qui rajoute quelque chose, qui met le titre ingénieur, et vous avez l'utilisateur B à droite qui rajoute le titre développeur. Pas de bol, ils n'ont pas rajouté le même. Qu'est-ce qui va se passer? Client A, client B. Ici, c'est le dernier qui parle qui a raison. C'est le dernier qui écrit qui a raison. Dans la stratégie par défaut, c'est celui qui écrit en deuxième lieu qui overwrite les données qui ont été modifiées déjà. Les changements, parfois, ça peut être un peu plus subtil. On peut avoir le client A qui change le titre et le client B qui rajoute un nouveau champ qui est l'endroit. Nebraska, Seattle, par exemple. Dans ce cas-là, l'engin va détecter qu'il n'y a pas de conflit, finalement, parce que ce sont des champs différents qui ont été changés, et donc il va fusionner, et le nouvel objet aura les deux propriétés automatiquement. Pour autant qu'elles soient définies dans votre modèle, évidemment. On ne peut pas rajouter n'importe quoi. Même chose sur des listes. Imaginez toujours notre Jennifer qui a 32 ans, qui a une liste de hobbies, elle aime bien faire de l'escalade. J'ai client A qui rajoute un hobby karaoké, j'ai client B qui rajoute un hobby lecture, reading. Dans ce cas-là, de nouveau, il n'y a pas de conflit, puisque c'est un type de données liste, ce n'est pas un type à valeur unique, et donc on va merger la liste de manière à ce que le record final est climbing, karaoké et reading. Auto-merge, merging automatique des données. Donc comment on fait ça? On fait ça avec des compteurs monotones, un mot compliqué pour dire une version, un numéro de version entier qui augmente à chaque fois qu'on fait un changement. C'est entièrement géré par le back-end, par le serveur d'API, AppSync dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose que vous faites dans votre code, ça n'arrive pas sur le poste client, vous ne devez pas écrire de code, ça se fait automatiquement.
Et donc, AppSync utilise ces types, ces métadonnées dans le type, les versions, les last change, etc., pour savoir s'il doit accepter ou refuser une modification qui vient d'un utilisateur. Il crée 2 tables en base de données également, ce qu'on appelle le base table, et je vais vous montrer un exemple, là où on stocke vos données, les personnes, les épisodes, les podcasts par exemple, mais il garde aussi une liste de tous les changements qui sont faits sur les entités. Donc il va créer une 2e table transparente pour votre application, vous ne la verrez pas, vous la verrez que si vous allez voir dans la base de données, qui va lister tous les changements et les dates des changements qui sont faits sur les entités dans votre base de données. Je vais vous montrer à quoi ça sert dans une seconde. Donc, compteur monotonique, facile à comprendre. Version 1, version 2, version 3. Dans la base table, dans la table de base en base de données, il ne reste que la dernière version toujours. Donc ici, j'ai 3 personnes. J'ai changé la personne ID 100, donc celle qui s'appelle Ami. Version 1, version 2, version 3, elle a 3 âges différents. Au final, quand je regarde ma table, c'est toujours la dernière version que je vois, et je ne vois rien d'autre. Je vois qu'on est à la version 3, que son âge c'est 32, mais juste en regardant cette table-là, je ne peux rien voir d'autre. C'est comme ça, c'est la réalité au moment T où je regarde la table. Si on veut voir ce qui s'est passé sur cette table, je vais voir l'autre table, celle qui gère les changements. Et dans cette table-là, on va garder trace de toutes les différentes versions. Qu'est-ce qui a été changé et quand ça a été changé. Donc c'est une table qui a comme primary key le type, parce qu'on peut gérer plusieurs types dans un modèle. J'ai des podcasts, j'ai des épisodes, je peux avoir des personnes, des adresses, etc. Plus la date. En secondary key, on va retrouver l'heure du changement et la version. Et puis on voit les champs tels qu'ils ont été, la version et la date du changement dans last change at. Et cette table, elle nous permet de faire de faire de l'auto-merge et de faire de la synchronisation par delta. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, auto-merge de nouveau. On a utilisateur 1, utilisateur 2, et la ligne, c'est le temps qui passe. Utilisateur A et B, ils ont pour le moment la même version de l'objet. Une personne, 32 ans, version 1. Le temps passe, utilisateur B fait un changement, il va changer l'âge. 33, ça devient la version 2, elle est stockée dans la base de données. Un peu plus tard, l'utilisateur A reçoit la notification, puisqu'on est en real-time, et donc la version que voit l'utilisateur A, c'est la même version, 33 ans, version 2. À ce moment-là, l'utilisateur B passe dans un tunnel, il est offline. Mais il continue d'utiliser l'application, et il continue de changer cet objet-là. La personne a 34 ans maintenant, il rajoute une propriété, location, Seattle, ce qui devient la version 3, mais la version 3, elle est uniquement sur le téléphone ou sur le portable de la personne. Pendant ce temps-là, l'utilisateur A, lui aussi, continue d'utiliser l'application. Il change l'âge, elle devient 35, et toujours avec une version 3. Donc là, on se retrouve avec 2 versions 3, dont une qui est partitionnée finalement sur le téléphone de l'utilisateur B. Donc quand l'utilisateur B revient en ligne, qu'est-ce qui va se passer? Automatic merge, souvenez-vous, le dernier qui a parlé a raison. La modification 3 de l'utilisateur A, H35, est arrivée après, dans le temps, celle de l'utilisateur B, 34, et donc c'est l'âge 35 qui est conservé. En revanche, location, il n'y a aucun conflit, puisque l'utilisateur A n'avait pas modifié ou créé de location, et donc location est mergé avec le reste, et donc au final, on a un record version 4 avec H35 et location égale Seattle. De nouveau, ça peut être bon pour vous, ça peut pas être bon pour vous, ça dépend de vos applications. Mais pour la majorité des applications, c'est un défaut qui marche relativement bien. Donc comment ça marche? Base table, la table de changement, les types GraphQL qui sont annotés avec une version, avec un flag delete et avec un last modification date. Trois stratégie de résolution de conflits. Celle-ci est implémentée par défaut. Vous avez 0 ligne de code à écrire. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, vous pouvez le faire également, ou de très différent, vous pouvez le faire également. C'est ce qu'on appelle AWS Lambda. Donc vous nous dites, en cas de conflit, tu appelles une fonction Lambda. Si vous ne connaissez pas Lambda, ce sont des fonctions as code. C'est du code qui tourne dans le cloud sans que vous ayez à gérer d'infrastructure. Et là, vous devez écrire du code. Votre fonction Lambda va recevoir l'ancienne version, la nouvelle version, enfin en tout cas les 2 versions qui sont en conflit. À vous
vous de l'analyser et de prendre une décision sur base de la température, enfin de vos règles business, pour décider quels sont les champs qu'il faut conserver et stocker dans la base de données. Une fois que votre fonction lambda retourne sa décision, c'est cette version-là qui sera stockée dans la base de données, et les utilisateurs recevront évidemment la notification que quelque chose a changé, donc ils recevront le record que vous avez créé dans votre fonction lambda. Et puis il y a une version beaucoup plus simple également qui est Optimistic Concurrency. Ça c'est une configuration, il n'y a absolument rien à écrire comme code de votre côté si vous activez ça. Où là c'est si j'essaye de changer quelque chose dans la base de données qui n'est pas la version que j'ai, c'est rejeté. Donc j'ai une vieille version 3, j'essaye de la mettre à jour, je fais save, mais dans la base de données il y a déjà une version 4. Quel que soit le champ qui a été, même si c'est fusionnable, mon changement est rejeté parce que j'ai une vieille version par rapport à ce qui est dans la base de données. Donc c'est l'utilisateur qui reçoit un message d'erreur. En tout cas, c'est votre application qui reçoit un message d'erreur. Après, à vous, développeurs, de faire le choix, soit de vous reporter le message d'erreur à l'utilisateur, soit de vous prenez une décision à sa place. Ça dépend de votre application et de vos choix. La synchronisation, elle se base sur cette table-là également. Comment est-ce qu'on implémenterait de la synchronisation de façon relativement naïve? C'est peut-être simplement dire, voilà, j'ai mes deux utilisateurs. Le premier utilisateur passe offline. Pendant ce temps-là, le deuxième utilisateur efface une entrée dans ma table. L'utilisateur 102 disparaît. Et puis l'utilisateur 1 revient en ligne. Comment est-ce qu'il peut faire? Il relie toute la table et il aura forcément le dernier statut des données. Alors ça marche pour les petites tables quand il n'y a pas beaucoup de records. Évidemment, s'il y a beaucoup de records, ça ne marche pas. Donc on a quelque chose d'autre qui s'appelle Delta Sync. Avec Delta Sync, Data Store va demander à la base de données, donne-moi tous les changements depuis la dernière fois que j'ai eu une image de tes données. C'est pour ça qu'on a ce champ avec l'heure, last update at, parce que ça nous permet de tracer l'heure de chaque changement. Et donc, quand une application arrive en ligne, elle peut dire, voilà, moi, je n'ai plus démarré depuis une semaine, donne-moi tout ce qui a changé depuis une semaine. Et ça, c'est grâce au change table, puisque, souvenez-vous, dans le change table, il y a la secondary key et la primary key contiennent la date et l'heure du changement. Et donc là, si un utilisateur passe offline, que quelque chose a changé dans votre modèle, ça sera traqué dans la table des changements, que ce soit un ajout, un changement ou un effacement. Et donc, quand il revient en ligne, il peut dire « redonne-moi tous les changements depuis telle date, depuis telle heure ». Et il n'y a qu'à lire la table de changement pour avoir tous les changements et pour pouvoir resynchroniser une application qui revient en ligne après une période d'absence. Alors évidemment, ça fait beaucoup de données dans la table là. On peut revenir dans le temps grâce à cette technique-là, puisqu'on peut, avec la combinaison de la base table et de la change table, on peut dire quel était le snapshot des données tel jour et à telle heure, ce qui peut être intéressant aussi pour certains types d'applications. Et puis je disais, il y a beaucoup de données qu'on va rajouter dans les tables, les données des changements, les données effacées, je vous l'ai dit, elles ne sont pas effacées, c'est juste un flag qu'on met à true ou false. Donc à un certain moment, il va falloir optimiser la base de données aussi. Et on utilise une fonction de DynamoDB, qui est notre base de données, pour faire ça automatiquement. Donc là, de nouveau, il n'y a pas de code à écrire. On rajoute un champ dans les tables qui s'appelle time to leave, TTL, time to leave, qui est un champ au format époque, donc le nombre de secondes depuis 1er janvier 70. Et DynamoDB va effacer tous les records dont le time to leave est plus grand que maintenant. Donc quand un time to leave est dans le passé, il efface automatiquement les records. Et de nouveau, vous, en termes de configuration, vous pouvez décider combien de temps vous allez garder les time to leave sur les différentes bases de données. Et ça, c'est quelque chose que votre application doit savoir, parce que imaginez que vous ayez un time to leave par défaut d'un jour. Si votre utilisateur n'utilise pas l'application pendant une semaine, quand il va se reconnecter après une semaine, vous n'allez avoir que les derniers changements de la dernière journée. Tous les autres auront été effacés. Donc le time to leave de la base de données doit être synchronisé avec votre application et que votre application se dise « Ah, je sais que la base de données garde tous les changements pour un jour, et donc si mon utilisateur revient en ligne après plus qu'un jour, il faut faire un query total de la base de données et pas uniquement les changements. » C'est la petite partie de code que vous aurez à écrire pour gérer cette partie-là. Il me reste combien de temps? 5 minutes, c'est parfait. Les plateformes, je l'ai déjà mentionné. J'ai fait la démo sur Swift, iOS et macOS, mais on supporte Android, Kotlin et Java également. On supporte Flutter, on supporte React, React Native. Elles ne sont pas toutes là. Il y a aussi Vue,
Vue, Vue et Angular, j'en ai pas oublié, je crois que c'est tout, hein. Vue, Angular, mais enfin ce sont les plus populaires. Toute la doc est là, docs.amplify.aws. C'est en open source, c'est sur Git. Vous pouvez aussi, si quelque chose ne marche pas, rentrer une issue, contribuer à la doc. Enfin, c'est un projet open source. On accepte tout type de contribution à ce projet open source. docs.amplify.aws et son pendant sur GitHub. Si vous voulez voir la petite application macOS de pseudo-podcast que je vous ai montré au début, c'est sur mon GitHub à moi. Vous allez sur Sepsto et vous trouverez un exemple en Swift pour faire c'est l'application que je vous ai montrée là au début. Vous me trouvez sur Sepsto, je l'ai déjà dit, sur le podcast AWS en français tous les vendredis matins dans toutes vos applications de podcast préférées. Merci de m'avoir écouté. Il reste 5 minutes, je vais pouvoir prendre des questions. Juste un truc important, laissez-nous un feedback et votre commentaire. C'est important pour nous de savoir comment améliorer ce genre de talk et ce qui est intéressant pour vous. Si vous avez 3 questions, c'est tout à fait anonyme. Et si vous mettez 5 à chaque question, vous recevez, non, quelle que soit votre réponse aux questions, vous recevez un voucher de $25 que vous pouvez appliquer sur votre compte AWS si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'ouvrir un compte AWS. Vous pouvez essayer tout ça. Tout ce que j'ai montré là, ça rentre dans ce qu'on appelle le free tier. Donc c'est des petits volumes de DynamoDB, de GraphQL, etc. Et X milliers d'appels par mois qui sont gratuits. Donc vous pouvez essayer tout ce que j'ai montré là sans dépenser un centime sur AWS. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais le prendre dans l'ordre où les bras se sont levés. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que les blogs, les gros fichiers binaires, typiquement les vidéos, sont supportés? Oui, mais pas directement dans la base de données, parce que la base de données n'est pas faite pour stocker ça. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, on stocke le fichier sur un service de stockage d'objets, Amazon S3 chez AWS, et on met la référence simplement dans la base de données. Et Amplify supporte l'accès à S3 aussi. Donc, de nouveau, avec un seul appel d'API, on peut charger, uploader, effacer des objets sur S3 sans avoir à écrire du code au bas niveau. Il faut faire oui, c'est transparent dans le sens que c'est un fichier. Donc il faut gérer le fichier d'un côté et les queries de l'autre. La query va vous retourner juste le nom du fichier que vous devrez aller chercher. Donc c'est 2 lignes de code, une pour avoir les données qui va vous redonner le nom du fichier, et puis une deuxième ligne de code pour aller chercher le fichier sur S3. Ça répond? Oui. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à AWS? Tout ce que j'ai expliqué sur la résolution de conflits, auto-merge, etc., ce sont des fonctions de notre serveur GraphQL. Donc, tout ce que j'ai expliqué, le TTL, le fait d'avoir 2 tables, etc., c'est notre implémentation qui utilise une base de données NoSQL et un serveur GraphQL. Donc, tout ça, c'est spécifique à Amplify Datastore. J'explique comment Amplify Datastore a implémenté cette solution pour pouvoir permettre la synchronisation des données et les notifications real-time. Hors AWS, on est sur juste le Datastore côté front. Oui, hors AWS, c'est juste le Datastore côté application. Et donc la couche de stockage et l'API relativement simple pour stocker et aller chercher des données par rapport à un Datastore local. Mais toute la partie synchronisation, ça, il faut un compte AWS pour pouvoir faire ça. Oui. Est-ce qu'AWS Amplify supporte le real-time et comment il gère? Qu'est-ce que vous définissez par real-time? Parce que j'ai parlé de real-time, j'ai parlé de synchronisation de données, etc. C'est moi réfléchir un peu. Comment ça va gérer ça? Ça va être X requêtes concurrentes de modification des données, dire Seb a appuyé sur ce bouton à ce timestamp-là. En fonction de la stratégie de résolution de conflits, ou pas, parce que ça peut être des records différents. Donc toutes les données vont arriver en fonction des réseaux locaux que vous avez dans la base de données, et tout le monde va être notifié. L'ordre dans lequel les gens vont être notifiés des autres événements n'est pas
documenté, prédictible, prévisible. Donc, ce n'est pas un système real-time au sens contrôle d'un avion ou contrôle d'une centrale nucléaire. Ce sont des notifications qui sont envoyées sur des WebSockets, donc ça dépend très fort de la latence du réseau de chacun. À supposer que quelque chose envoie des notifications quand vous passez la porte. Les notifications vont arriver par le réseau dans l'ordre et elles seront processées dans l'ordre où nous on les reçoit. Donc de nouveau, ça dépend très fortement du réseau qui est entre vous ici et AWS. Voilà. Hop, ouais. Ouais, on utilise le timestamp, donc évidemment on dépend, il faut une heure pour ça, il faut que l'heure, on fait confiance à l'heure du device, mais pour revenir à la question, c'était ici, hein, si le gris était à droite donc si ce gris là était un peu à droite de l'orange, c'est lui qui aurait gagné. Exactement. Ouais. Donc ça dépend des timestamps, donc il faut nous on doit faire confiance aux timestamps quand on reçoit des devices, et de nouveau c'est notre implémentation par défaut d'AutoMerge qui a décidé ça, mais vous pouvez changer ça en implémentant d'autres stratégies de résolution de conflits au prix de devoir écrire du code. Oui. Ah, pardon. Oui. Est-ce que le moteur de synchro charge les données de façon générale ou juste ce qu'on a interrogé? Ah oui, s'il y a des relations... Non, il ne le fait pas tout seul s'il y a des relations. Dans mon exemple d'application, j'ai une query pour aller chercher les podcasts, et puis je dois itérer sur les podcasts pour aller chercher les épisodes. Et je pense que c'est mieux comme ça, parce que le graphe d'objets peut être relativement grand, et donc ça me permet, moi, développeur, de contrôler la quantité de données que je vais aller chercher. Je prends encore une question, et puis je dois arrêter, parce que je vois qu'on est au bout, mais je reste ici, donc je peux continuer la conversation avec vous après. Donc, première question, comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on fait s'il y a plusieurs clients et que chaque client doit accéder à ces données? J'en ai pas parlé ici, mais le modèle que j'ai fait, c'est un modèle effectivement qui est accessible à tout le monde. On peut rajouter des directives dans un modèle GraphQL pour donner les permissions et dire seuls les gens de ce groupe-là peuvent accéder à ces données-là, ou seul tel utilisateur, ou tous les utilisateurs identifiés. Donc il y a tout un système de permissions qu'on peut rajouter au modèle qui va être pris en compte par GraphQL au moment où il va générer les tables. Ils vont rajouter des métadonnées, notamment les user ID. Ici, pour la démo, l'application n'est pas authentifiée. Si on commence à faire ça, il faut rajouter aussi l'authentification dans l'utilisateur, puisqu'une des métadonnées qu'on va avoir besoin, c'est un user ID. Et donc, vous pouvez choisir de dire je peux voir et modifier que les données que j'ai créées moi, ou je peux voir et modifier les données qui ont été créées par des gens qui sont dans le même groupe d'identité que moi. Mais ça fonctionne avec un identity provider, il faut le concept de groupe, etc. Donc, il y a tout un langage de permission. Et la deuxième question, elle m'a fait sourire, c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport à Firebase? C'est une alternative à Firebase. Alors la même chose, je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez Firebase pour dire c'est fonctionnellement équivalent point par point, mais dans mon modèle mental de boîte où on met des outils pour résoudre certains problèmes, Firebase et Amplify sont dans la même boîte. Oui. Ça répond à la question. Parfait. Merci à toutes et à toutes. Et on peut continuer, je peux continuer à prendre des questions ici. Je reste ici. Merci.